Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité d'Eastman en ce 7 février 2022 à 19h35 à huis clos par visioconférence, tel que requis par l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. Sont présents à cette visioconférence moi-même, la mairesse Nathalie Lemaire, ainsi que la conseillère Lucie Lampeigne et les conseillers Yves Boileau, Carole Boivin, Patrick McDonald, Maurice Séguin et Charles Simard. Je préside la séance, assiste également à la séance le directeur général et greffier trésorier Marc-Antoine Bazinet, qui agit en tant que secrétaire d'assemblée. Et donc, je constate le quorum et j'ouvre la séance à 19h35. Et je vais commencer par vous demander un instant de silence pour souligner le décès de Mme Denise Neveu, qui est une dame qui habitait dans la côte du théâtre et qui avait écrit le texte du pavenot littéraire qui se trouve en bas de la côte du théâtre l'été. Et également pour le décès de M. James Gendrax, qui est un monsieur qui habitait au lac Parker. Alors, une petite minute de silence. Merci. Alors, le point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je, Yves Boileau, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2022 avec l'ajout des 2 points suivants. En 5.9, rapport verbal de la représentante de la MRC de Manfred-Magog. Et en 8.2, dépôt d'une demande d'aide financière au programme du Fonds de transport actif du gouvernement du Canada. Merci. Il n'y avait pas d'autres points à rajouter. Alors, en point 3, l'adoption des procès-verbaux du mois de janvier 2022. Je propose d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier 2022, ainsi que des séances extraordinaires, il y en a eu 2 ce matin-là, du 31 janvier 2022 avec dispense de lecture, copie de ceux-ci ayant dûment été distribués à tous les membres de ce conseil avant la tenue des présentes. Tous s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture. Merci. Je veux juste préciser que les séances du 31 janvier, la première était pour la présentation et le dépôt du budget 2022. Et la deuxième, c'était une assemblée qui a été faite pour déposer des avis de motion de règlement de taxation et du code d'éthique et de déontologie. Et on avait profité de cette séance également pour faire une résolution de demande de subvention au Fonds de sécurité routière pour l'ajout d'un trottoir sur le chemin du lac d'Argent. Vous pouvez aller les visionner d'ailleurs sur le site web de la municipalité. Alors ensuite, on va passer au point 4, dépôt du rapport de correspondance. Oui, donc je dépose le rapport de correspondance reçu entre le 4 et le 28 janvier 2022 au Conseil. La correspondance et le rapport peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures régulières d'ouverture ou en faisant la demande par courriel à info@eastman.québec. Merci. Au point 5, administration générale et financière, 5.1, dépôt du rapport de délégation des compétences, réquisition. Je confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du pouvoir de dépenser. En 5.2, dépôt de la liste des déboursés au 31 janvier 2022. Donc, je dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 janvier 2022 pour un montant totalisant 203 379 et 38 sous et comprenant notamment le paiement des règlements d'emprunt numéro 2013-04 et 2013-10 auprès de Valeurs mobilières des Jardins au montant de 175 614 et 50 sous. Ces déboursés ont été faits conformément au règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. En 5.3, octroi de subventions pour l'année 2022. Attendu les subventions demandées par les différents organismes locaux pour l'année 2022. Attendu que les crédits budgétaires ont été prévus au budget de l'année 2022 et perçus à même le tarif de solidarité sociale. En conséquence, je propose d'accorder les subventions suivantes aux différents organismes locaux pour l'année 2022.
À chacune des associations des lacs, nous avons 4 associations de lacs, 1 250 $. Corridor appalachien, 5 000 $. Conservation des vallons de la Serpentine, 650 $. La Missisquoise, 6 100 $. Arc-en-ciel mobile, 5 000 $. Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord, 700 $. Le train des mots, 800 $. Et le circuit des arts Melfrémagogue, 125 $. Et de verser les sommes réservées du Fonds de solidarité sociale sur dépôt du formulaire de la demande de dons ou subventions requis. Merci. Oui, je vais juste préciser pour les associations de lacs, l'ARPELA, l'APELOR, l'APELS et l'APLP. Depuis plusieurs années, on leur versait une subvention de 1 000 $ chaque année à chacune des associations. L'année passée, on avait pu leur verser 1 500 $ parce qu'on avait eu une subvention spéciale COVID, donc on leur a fait bénéficier. Mais cette année, la subvention n'a pas été renouvelée, donc on a décidé de quand même augmenter notre subvention à 1 250 $ par association. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. Alors, on passe au 5.4, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Attendu que les décideurs et les élus de l'Estrie ont placé depuis 17 ans la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Attendu que les élus de l'Estrie, via la table des MRC de l'Estrie, ont réitéré parmi les actions à prioriser pour les prochaines années, celle de contribuer à la persévérance scolaire, la réussite académique et la poursuite des études supérieures dans une optique de rehaussement des capacités personnelles, d'égalité des chances et de recherche et d'occupation d'emplois de qualité. Attendu que le Québec entier fait face à une crise sans précédent due à la pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, ce qui fragilise leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur notre économie en Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars à l'échelle du Québec, ça c'est par année. Attendu que les jeunes de l'Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer, mais qu'encore 20,7 % de ces jeunes-là décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme secondaire. C'est 1 sur 5, c'est gros. Attendu que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu de société dont il faut se préoccuper collectivement, et ça, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Attendu que le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie organique, je ne sais pas qu'est-ce que organique fait là. Organise. Oui, organise, ben oui. Organise. Je suis bon en chimie organique, je ne voyais pas le lien. OK. Donc, le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie organise du 14 au 18 février 2022 la 13e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Merci d'être porteur de sens ». Cette édition 2022 sera l'occasion de remercier tous les acteurs qui contribuent à donner du sens au parcours scolaire, parcours pas de E, des jeunes par leurs gestes, leurs mots, leurs conseils. Attendu enfin que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. En conséquence, je propose de proclamer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans la municipalité et de s'engager à 4 choses que je vais énumérer. Appuyer le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Encourager et féliciter publiquement, j'imagine, ça dit public, les jeunes de la municipalité d'Eastman pour leur persévérance scolaire. Porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui, comme le fait aujourd'hui notre mairesse. Et enfin, faire parvenir une copie de cette résolution au projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie. Merci, M. McDonald. Alors, tout le monde est d'accord pour appuyer les Journées de la persévérance scolaire. Donc, on a apporté, monsieur
le directeur général et moi, on porte notre petit ruban un petit peu en avance, là, parce que vous ne nous verrez pas pendant ces journées-là, mais je m'engage à le porter pendant ces 4 journées-là. Alors, on passe au point 5.5, adoption du règlement de taxation numéro 2022-01. Attendu que la municipalité d'Eastman a adopté à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 31 janvier 2022 son budget pour l'année financière 2022 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 31 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement de taxation numéro 2022-01 fixant les taxes et tarifs de l'année 2022, les taux pour les services, les modalités de paiement, les taux d'intérêt sur les arrérages et toute autre facture émise par la municipalité, ainsi que les montants relatifs aux frais d'administration, dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien oui. Parfait, merci. En 5.6, adoption du règlement numéro 2022-03, remplaçant le règlement numéro 2018-01 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 31 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, attendu qu'un avis public a été publié à cet effet, je propose d'adopter le règlement numéro 2022-03 remplaçant le règlement 2018-01 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Merci. Alors, je dois ajouter que c'est une exigence du gouvernement provincial. On a modifié notre règlement, notre code d'éthique et de déontologie pour s'arrimer avec les exigences du gouvernement. Et vendredi dernier, tous les élus, sans exception, ont dû participer à une journée de formation sur ce sujet, donc le code d'éthique et de déontologie. Donc, on a tous suivi la formation obligatoire cette année. Et ça sera renouvelé à chaque 4 ans. Alors, en 5.7, embauche d'une commis comptable à temps partiel. Attendu l'ouverture de postes au service de la comptabilité, attendu la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues menées. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme André-Nathalie Alloire selon les conditions en annexe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci. En 5.8, vente du lot municipal 2 239 418, secteur chemin du théâtre. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat du propriétaire adjacent au lot municipal 2 239 148 d'une superficie de 563 mètres carrés. Attendu qu'une évaluation de la valeur marchande de ce lot a été effectuée par un évaluateur immobilier agréé. En conséquence, je propose de procéder à une vente d'assemblage du lot municipal 2 239 418 au montant correspondant à la juste valeur marchande du terrain, soit 4 800 $, conformément à l'évaluation faite par la firme Fortin-Fréchette Évaluateur Immobilier Agréé Inc. et datée du 28 janvier 2022. Et également d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité d'Eastman tout document réclamé. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. En 5.9, rapport verbal de la représentante à la MRC de Memphremagog, ça c'est moi. Alors, le Conseil des maires de la MRC a eu lieu le 19 janvier dernier. Ça a commencé par une rencontre avec notre député provincial, M. Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet opération haute vitesse, qui nous a expliqué l'avancement du projet de brancher tous les résidents à la haute vitesse. À Eastman, ce sont 111 adresses qui attendent d'être branchées et c'est Cogeco qui a été désigné par le gouvernement pour réaliser tous ces branchements. L'inventaire des adresses et l'ingénierie du projet sont complétés.
Pour l'instant, Cogeco attend les permis pour installer les poteaux parce qu'à chaque fois, il y a des endroits, c'est sur des terrains privés, donc ça prend des servitudes et tout ça. Donc, ils sont dans cette poutine-là en ce moment. Les branchements devraient être faits d'ici septembre 2022, tel que mentionné dans l'échéancier. Cogeco devrait communiquer avec les citoyens concernés pour leur offrir ces différents forfaits dès que les poteaux vont être installés et les câbles. Une carte interactive devrait être accessible à tous dès ce printemps sur le site de Cogeco pour que les gens puissent vérifier que leur adresse y figure bien. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce dossier-là, on nous a mentionné de contacter le bureau du député, en particulier Mme Alexandra Roy, donc au bureau du député à Magog. C'est elle qui est en charge pour tout le Québec, mais elle s'occupe bien de sa région. Donc, voilà. Ensuite, on a procédé à la nomination des maires sur les différents comités de la MRC. Alors, moi, j'ai été nommée au comité d'aménagement, au comité de développement durable et au comité culturel dont je suis la présidente. Et je vais aussi siéger à Tourisme Memphremagog et à l'OBVBM, c'est l'organisme de bassin versant de Missisquoi Nord. Oui, c'est ça. Et M. Jacques Demers, notre préfet, a été à nouveau nommé président de la FQM pour son 2e mandat. Ensuite, on nous a parlé d'un programme d'aide aux entreprises touchées par la pandémie. Le programme s'appelle AIRAM. Il y avait une première mouture de ce programme qui est fini au mois de décembre, mais le gouvernement a reconduit ce programme. Donc, si les personnes, des commerces ou autres, auraient besoin d'aide, on peut s'adresser à la MRC pour avoir les informations. La MRC est aussi en train de mettre en place un calendrier culturel pour tous les événements qui vont avoir lieu sur son territoire. Et au point de vue patrimoine, il va y avoir un inventaire des bâtiments construits avant 1940 qui devrait être réalisé partout sur le territoire de la MRC en concertation avec les municipalités. Je pense qu'ils ont déjà les listes que nous avons déjà faites pour les bâtiments que nous considérons patrimoniaux, mais il va falloir vérifier s'il n'y a pas d'autres maisons qui ont été construites avant 1940, et ça, c'est la MRC qui va travailler là-dessus. En ce qui concerne le schéma d'aménagement et de développement durable, la réponse du ministère est prévue pour le 23 mars, et là, on saura s'il est accepté tel quel ou s'il faut faire des modifications. En ce qui concerne le règlement de contrôle intérimaire, il est possible qu'il y ait des ajustements qui soient prévus suite aux demandes de certaines municipalités. On a aussi parlé du plan régional des milieux humides et hydriques, le PRMHH. Pour l'instant, il y a eu des consultations qui ont été faites. Pour l'instant, ils en sont rendus à l'analyse des données qui ont été recueillies. La consultation publique est en préparation et le plan régional doit être déposé pour le 16 juin 2022, donc ça avance quand même assez bien. En développement durable, on a parlé aussi de la gestion des matières résiduelles. Une campagne de sensibilisation à la réduction des déchets a eu lieu en novembre et décembre dernier sur Facebook, Instagram, et une tournée vers les écoles est en cours. Ça a été un petit peu retardé à cause de la pandémie, mais c'est en train de se faire. Donc, voilà, ça fait le tour des principaux dossiers qui ont été abordés à la MRC. Nathalie, moi, j'aimerais juste compléter un peu pour ceux qui se posent des questions, savoir où sont situés les immeubles là, qui ne sont pas couverts par la haute vitesse. Il y en a, tu as parlé de 111 adresses, là, on en a à peu près 60 au sud de la voie ferrée autour du lac Offord. Ce terrain-là était déjà couvert par, il y avait les poteaux de Bell depuis 100 ans, mais pas de haute vitesse. Alors, eux vont le couvrir avant septembre 2022. Les autres se situent au sud de l'autoroute 10, dans Eastman, dans le coin au Missisquoi Nord, en fait. Il y en a un petit peu partout. Là. Il y en a un peu partout dans le territoire. Et les endroits où il y en a beaucoup, là, c'est... Oui. Moi, j'en ai 50. Il y en a aussi dans Montbel. Il y en a un peu partout, là, vraiment. Là. Donc, c'est sûr que les gens, on les encourage à s'informer pour vérifier qu'ils sont... Il fallait s'inscrire et on peut toujours le faire, mais c'est important de s'assurer que l'inscription est bien faite. Puis avec la carte, ça va permettre de s'assurer que c'est en marche. Là. Puis il s'assure aussi que les nouvelles constructions vont avoir automatiquement accès à Internet haute vitesse aussi.
Donc, voilà. On est rendu maintenant au point... Madame la maire, Oui. merci beaucoup pour votre travail à la MRC. Là. Vous faites du bon travail à la MRC, Madame la maire. Je vais juste commencer, là. Attendez, on verra après. Un gros merci. Un gros merci. Au point 6, loisirs, culture et tourisme. Au 6.1, autorisation relative à la compétition de ski de fond Jack Rabbit. Attendu le passage de l'événement annuel Jack Rabbit consistant en une compétition amicale de ski de fond sur la piste cyclable. Attendu la demande des organisateurs d'autoriser l'installation de pancartes faisant la promotion du code de conduite humoristique des participants. En conséquence, il est proposé, je propose d'autoriser les organisateurs de l'événement Jack Rabbit 2022 à installer en bordure de la piste cyclable des pancartes du code de conduite humoristique des participants et d'exiger que celle-ci soit retirée dans les jours suivants de l'événement. Juste pour votre explication, la classique Jack Rabbit, c'est un événement annuel de ski de fond, mais considérant la pandémie, il n'y a pas d'événement comme tel qui rassemble l'ensemble des skieurs. C'est plutôt chaque skieur individuellement vont voir des parcours sur un site. Le site, c'est le site du Marathon canadien de ski. Soit dit en passant, je fais une parenthèse, mais on recommande 21 sites à travers le Québec et 2 dans les cantons de l'Est. Et dans les 2 dans les cantons de l'Est, il y en a un au Parc national du Mont-Offord et un à Eastman. Donc, on peut être fier de faire partie des parcours virtuels de skieurs de fond. C'est des événements virtuels qu'on appelle en vrai, mais on est vraiment référé. Donc, c'est au mois de février, au mois de mars, là, 5 février au 20 mars, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça. Donc, je vous invite, s'il y a des citoyens des semaines qui veulent se joindre au parcours virtuel des événements. Donc, Eastman est considéré comme un site d'entraînement. Donc, je vous invite à vous y inscrire. On a une bonne renommée, ce qu'ils font de plus en plus, puis c'est beau à voir, là. Merci. Voilà. Puis, je vais ajouter que l'année passée, on l'avait déjà eu, ce programme-là, et ils avaient installé des petites pancartes au bord de la piste de ski de fond. Donc, vous allez les revoir, là, ils sont supposés de venir les installer très bientôt. Alors, on est rendu au 6.2, achat d'un traceur de piste de ski de fond. On est quand même cohérent dans nos idées. Donc, attendu que la municipalité fait l'entretien de la piste multifonctionnelle transformée en piste de ski de fond en saison hivernale, attendu que la piste de ski de fond de la municipalité est fort appréciée et de plus en plus empruntée, attendu que l'achat d'un nouveau traceur de piste permettrait d'améliorer les conditions de service en plus de sauver du temps de main-d'œuvre, attendu la recommandation du Comité des loisirs et de vie communautaire, attendu qu'une demande de prix a été faite conformément au règlement numéro 2018-11 sur la gestion d'autoriser l'achat de 7 000 $ conformément à la soumission de, je ne m'étais pas pratiqué, Taylor Street. Oui, c'est ça. Désolée d'avoir massacré le nom. Daté du 11 janvier 2022 et d'affecter le fonds pour fin de parc et terrain de jeu au paiement de cette dépense. Soit dit en passant, l'ajout pour explication du nouveau traceur, c'est qu'en plus d'avoir le traceur comme tel qui fait la trace, on a vraiment un surfaceur. Donc, qui va travailler davantage la neige. Ce que ça permet, c'est justement de casser davantage la glace, davantage lorsqu'il y a du gel au sol. Fait que ça va augmenter la qualité certainement du ski de fond, mais aussi pour les marcheurs, ça va augmenter le confort de tout le monde. Puis dans des situations où on a de plus en plus des redoux, puis tout ça, donc c'est vraiment un bon investissement. Et puis, voilà. Donc, j'avais d'autres choses en tête, mais je l'ai perdu. Ah oui, c'est ça. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est que le poids de l'appareil et la largeur fait en sorte qu'il y a aussi une économie de temps là, pour ceux qui font le surfaçage de la piste. Voilà. Merci beaucoup. Comme ça, déjà, vous allez voir, hein, ça va être extraordinaire. Alors, on est rendu au point 6.3, nomination d'un membre non élu au comité
que selon la politique concernant le fonctionnement des comités consultatifs au conseil municipal sur lesquels siègent des membres non élus sont nommés par résolution du conseil municipal. En conséquence, je propose de nommer M. Daniel Rousseau-Garrido comme membre citoyen pour siéger au comité Art et Culture. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 6.4, fermeture du bureau d'accueil touristique d'Eastman. Attendu l'importante baisse d'achalandage constatée au bureau d'accueil ces dernières années, attendu les changements d'habitude des touristes pour obtenir l'information dont ils ont besoin, je propose de procéder à la fermeture du bureau d'accueil touristique à compter de ce jour. Commerce d'Eastman, de nouveaux outils afin d'être en mesure de mettre en valeur l'offre touristique eastmanoise et de mieux rejoindre les touristes. Juste peut-être un peu d'explication d'information touristique était réfléchir que la tendance lourde, pas juste pour Eastman, mais pour beaucoup de municipalités de notre taille, c'est moins d'aller vers des bureaux d'accueil. Pourquoi? Parce que ce soit un citoyen, un visiteur, les gens recherchent l'information outre dans un bureau d'accueil touristique. Donc, on réfléchit à des façons de faire. On regarde présentement les bonnes pratiques. On est en train de regarder vraiment. Mais c'est vraiment une tendance lourde d'aller vers d'autres formes d'accueil touristique. Puis, soit dit en passant aussi, c'est de présenter de façon optimale notre offre, qu'elle soit de plein air, qu'elle soit culturelle. Donc, c'est tout ça qu'on est en train là, de réfléchir, mais comme tel, notre choix est nécessairement à Merci, Lucie. L'été dernier, on avait déplacé le bureau d'accueil touristique dans le chalet des sports, mais ça n'a pas été très concluant. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'achalandage et donc c'est ça ce qui a mené à cette décision. Alors, tout le monde est d'accord? Peut-être, Nathalie, si je peux me permettre, c'est que la tendance observée, c'était quand même les 5 dernières années. Oui. Ce n'était pas juste quelque chose de ponctuel, considérant la pandémie. C'est vraiment une tendance lourde, puis c'est une tendance lourde qui s'observe là, partout au Québec, dans tous les bureaux d'information. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a juste accéléré le processus. Mais oui, ça existait déjà, cette tendance-là. Oui, je suis d'accord. Alors, merci beaucoup. On passe au point 7, la sécurité publique. 7.1, achat d'équipements pour le service incendie. Oui, attendu que l'acquisition d'une chenille et d'une remorque est prévue au programme triennal de mobilisation 2022, attendu qu'une demande de prix a été effectuée conformément au règlement 11 sur la gestion contractuelle. En conséquence, j'autorise l'achat d'un ensemble de chenilles Apache 36 LT auprès de Performance NC Sherbrooke au coût de 6 011 sous, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'achat d'une remorque de 12 pieds auprès de Performance NC Sherbrooke au coût de 3 400 $, plus les taxes applicables, et d'affecter l'excédent accumulé non affecté au paiement de ces dépenses. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Maurice, est-ce que tu sais que ta caméra est fermée? Oui, je sais. Elle m'annonce ça, je ne sais pas. En tout cas, autant que vous m'attendez. Oui, on t'entend, c'est beau. Bon, mais c'est parfait. En 7.2, entente intermunicipale relative à l'établissement d'une entraide entre les services de sécurité incendie de la municipalité d'Eastman et du canton d'Offord. Entendu que le schéma de couverture de risque en incendie de la municipalité régionale du comté de Manfred-Magog, entré en vigueur le 1er octobre 2013, prévoit que les municipalités de son territoire s'obligent à conclure entre elles des ententes relatives à l'établissement d'une force de frappe permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens ainsi que pour les risques élevés et très élevés. Attendu que les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, attendu que la signature de la présente entente abrogera toute entente précédemment signée
pour l'entraide mutuelle avec le service de sécurité incendie de la municipalité d'Eastman et du canton d'Offord. Attendu que les parties possèdent du matériel et des équipements de lutte contre les incendies conformes aux lois, règlements et normes en vigueur. Attendu que les parties s'assurent que ce matériel et ces équipements sont vérifiés et entretenus selon les lois, règlements et aux normes en vigueur. Attendu que les parties s'engagent à fournir le personnel qualifié conformément au règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal. Attendu que cette entente vise la couverture d'un secteur tel que décrit l'article 4, de la présence entente pour la municipalité d'Eastman par le service sécurité incendie du canton d'Offord, qui serait appelé à fournir une force de frappe initiale lors des appels nécessitant une telle force de frappe. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer au nom de la municipalité l'entente relative à l'établissement d'une entraide entre les services de sécurité incendie de la municipalité d'Eastman et du canton d'Offord, dont copie est jointe au présent en fin intégrante. Voilà, Madame le maire, ça va être la première fois qu'il y a une entente avec la municipalité d'Offord. Ah, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va juste ajouter dans l'entente, on va mentionner qu'on s'attend à ce que l'entente soit vice-versa, que Eastman puisse aussi procéder à des interventions sur le secteur d'Offord, ce qui peut arriver quand on parle du chemin du parc ou sur la piste cyclable dans le parc, sur la montagnarde, là, dans le parc du Mont-Offord, qui fait partie de Offord, mais des fois, les pompiers d'Eastman sont plus rapides pour aller là. Ça va être fait Alors, dans les jours qui suivent. Oui. En point 8, travaux publics, voiries, bâtiments et espaces verts. Donc, 8.1, réception définitive des ouvrages et acquisition du lot 6 462 170, domaine de la montagne cachée. Tandis que le projet de développement domiciliaire domaine de la montagne cachée, situé sur le lot 6 351 758 en bordure du chemin Georges Bonnelet appartenant au ministère des Transports, attendu que le ministère des Transports du Québec exige que le raccordement de la rue projetée au chemin Georges Bonnelet soit de propriété municipale et conforme à sa réglementation et autres normes, attendu qu'une entente relative à des travaux municipaux a été signée entre la municipalité et le promoteur du projet, attendu l'attestation de réception définitive des ouvrages numéro 1902 signé en date du 3 décembre 2021, attendu la recommandation des services d'urbanisme et des travaux publics de la municipalité. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tout acte et document relatif à l'acquisition du lot 6 462 170 par la municipalité. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, en 8.2, dépôt d'une demande d'aide financière au programme du Fonds de transport actif du gouvernement du Canada. Attendu que l'objectif du Fonds de transport actif est de contribuer à la construction et à l'expansion de réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts piétonniers, attendu que la municipalité d'Eastman désire présenter une demande d'aide financière au programme du Fonds de transport actif pour la construction d'un trottoir dans le cadre de travaux de réfection du chemin du lac d'Argent. En conséquence, je propose de confirmer que la municipalité demande une contribution financière au Fonds de transport actif de l'ordre de 400 000 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à cette demande. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Alors, cette demande, on a déjà, vous avez entendu tantôt, au 31 janvier, on a déjà fait une demande de subvention pour ce fameux trottoir. Mais en fait, l'autre demande, elle s'adressait au gouvernement provincial et là, on s'adresse au gouvernement fédéral. Donc, on se croise les doigts et on espère qu'on aura au moins une, voire les deux subventions pour que le trottoir qu'on planifie d'installer puisse se faire à moindre coût pour la municipalité. Alors, point 9, hygiène du milieu et environnement, on n'a rien. Au point 10, aménagement et urbanisme. En 10.1, la liste des permis de construction émis en janvier 2022. Donc, c'est un dépôt, le Conseil prend acte.
En 10.2, demande de dérogation mineure relative à la construction d'un bâtiment accessoire au 35 rue de la Sucrerie sur le lot 4 379 912. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire de type résidentiel garage sur ce lot. Attendu qu'en vertu de l'article 6.1 du règlement de zonage 2012-08, un garage doit être installé en cour latérale et arrière seulement sur des terrains d'une superficie inférieure à 6 000 m² et qu'en vertu de l'article 5.2.4, la marge de recul minimale, c'est de 10 mètres dans la zone en question, c'est-à-dire V10. Attendu que les requérants désirent installer le garage sur la rue de la Traverse à une distance de 0,43 mètres de la ligne de terrain avant, ce qui constituerait une dérogation de 9,57 mètres par rapport aux 10 mètres exigés par l'article 5.24. Attendu la recommandation formulée par le CCU en regard de ce dossier, attendu que le Conseil ait d'avis que ni le préjudice sérieux ni l'impossibilité de se conformer n'ont été démontrés, que la dérogation n'est donc pas mineure puisqu'il n'y a pratiquement aucune marge de recul et qu'elle ne devrait donc pas être accordée. En conséquence, je propose de refuser d'accorder cette dérogation mineure telle que présentée pour l'implantation d'un garage en cour avant à moins de 10 mètres de la ligne avant au 35 rue de la Sucrerie sur le lot 4 379 912. Pour le bénéfice des gens ici, ça met en lumière, en fait, la nécessité de bien expliciter lorsqu'on présente une demande de dérogation, puis c'est demandé aussi, l'impossibilité de faire autrement. Dans ce cas-là, j'imagine que c'est partie remise parce que dans la demande qui nous avait été faite, cette justification-là n'avait pas été fournie. Ça fait que voilà pourquoi c'est refusé dans sa forme actuelle. Merci. On passe au 10.3, demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant d'un bâtiment principal, agrandissement, au 35 rue de la Sucrerie, lot 4 379 912. C'est le même lot, en fait. Donc, c'est le même lot. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal de type résidentiel, attendu qu'en vertu de l'article 5.2.4 du règlement du zonage 2012-08, un bâtiment principal doit respecter une marge de recul avant de 10 mètres minimum dans la zone V10, attendu que les requérants désirent agrandir la résidence vers la rue de la Sucrerie et que le dit agrandissement serait situé à 9,28 mètres de la ligne de l'eau avant, ce qui constitue donc une dérogation de 0,72 mètres à l'article 5.2.4. Donc, c'est petit comme dérogation. Attendu la recommandation formulée par le CCU en regard de ce dossier, attendu que le Conseil ait d'avis que la dérogation a un caractère mineur, qu'elle est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, que le préjudice a été démontré, qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général, et qu'elle respecte donc les critères d'évaluation imposés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure telle que demandée pour l'agrandissement d'une résidence jusqu'à une distance de 9,28 mètres de la ligne de l'eau avant, au 35 rue de la Sucrerie, lot 4 379 912. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Okay. Merci. En 10.4, demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Attendu que le comité consultatif en urbanisme, le CCU, a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement de PIIA lors de son assemblée du 21 janvier dernier, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements, lequel concerne les PIIA, attendu les recommandations formulées par le CCU en regard de ces dossiers. En conséquence, je propose d'approuver une série de demandes d'approbation au règlement de PIA, c'est-à-dire
l'agrandissement d'une résidence au 35 rue de la Sucrerie sur le lot 4 379 912, c'est celle que Carole vient de mentionner. La construction d'une résidence au 114 chemin Gilbert sur le lot 6 401 273. La construction d'une résidence au 51 rue de la Réserve sur le lot 6 295 911. La construction d'une résidence au 15 rue du Tremble, lot 6 422 913. Un projet de lotissement sur le chemin George Bonnet, soit la subdivision du lot 4 380 489. Puis ça, c'est assujetti à certaines conditions. La modification d'un projet de construction résidentielle au 1027 chemin des Diligences sur le lot 5 832 595. L'agrandissement du balcon, l'agrandissement du balcon avant d'une résidence au 7 chemin de la Chute sur le lot 4 344 984. Je propose également de reporter la demande d'approbation au règlement PIA suivante, c'est-à-dire la construction d'un bâtiment accessoire au 35 rue de la Sucrerie sur le lot 4 379 912 et de la réanalyser lorsqu'un autre emplacement sera proposé, le cas échéant. Ça, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si ça devait être un jour approuvé au zonage, il y aurait lieu de la considérer au PIA. Et enfin, je propose de refuser la demande suivante, qui est un projet de prolongement du chemin du Montagnard dans le secteur Escalade, les lots 2 456 721, 2 236 125. La raison étant que les documents soumis ne permettent pas d'évaluer si la demande satisfait aux critères et objectifs du règlement relatif au PIIA 2002-14 pour les raisons suivantes que je vais retrouver ici. Voilà. L'impact visuel du chemin lui-même n'est pas abordé dans l'étude d'impact visuel qui a été présentée au CCU. Une autre raison, c'est que l'étude des eaux de ruissellement ne précise pas la différence entre le volume d'eau sortant actuellement des terrains par rapport au volume d'eau de ruissellement potentiel qui en sortirait une fois les travaux réalisés. Puis enfin, une dernière raison, c'est que les intentions du propriétaire par rapport à l'amélioration de l'état du chemin actuel, on parle du chemin de l'Escalade, ici, il reste inconnu, alors que le Conseil considère essentiel de régler cet élément avant de permettre la création de nouveaux lots à construire dans ce secteur. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. En 10.5, demande de modification au règlement de zonage 2012-08, article 5.2.4 dans la grille des usages, concernant la location touristique dans la zone RT2. Attendu que la municipalité a reçu une demande de modification de l'article 5.2.4 du règlement de zonage 2012-08 afin de permettre la location touristique dans la zone RT2, attendu que cet usage est prohibé à la demande des citoyens du secteur en raison des nombreuses nuisances causées par un tel usage, en conséquence, je propose de ne pas donner suite à la présente demande de modification réglementaire. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Je veux juste mentionner que dans ce secteur-là, dans le secteur RT2, certaines résidences font déjà de la location à court terme. C'est parce qu'elles étaient déjà en règle avec le CITQ au moment où on a passé le règlement, je crois que c'était en 2015 ou quelque chose comme ça. Et donc, elles bénéficiaient on leur avait accordé un droit de continuer, qu'elles étaient en règle au moment où on a passé le règlement, puis elles avaient, je pense, 6 mois pour se conformer à la suite après l'adoption du règlement. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certains dans cette zone RT2 qui en font de la location à court terme. Je crois qu'il y a une quinzaine de résidences, mais on avait décidé à l'époque d'arrêter à ce nombre-là. Alors, on passe au 10.6, l'adoption du projet de règlement numéro 2022-02, amendant le règlement de lotissement numéro 2012-09. Rendu que la municipalité d'Eastman a adopté le règlement de lotissement numéro 2012-09, attendu que la municipalité a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'on appelle RLRQ, au chapitre A-19. On a le droit de modifier notre règlement de lotissement, attendu que la municipalité souhaite prohiber tout chemin lorsque cette opération cadastrale est prévue dans un paysage naturel d'intérêt supérieur
intégrante du règlement du zonage 2012-08. Attendu que les paysages d'intérêt naturel supérieur niveler les pentes d'entraîner des problèmes d'érosion et de chablis, l'état naturel est souhaitable afin d'assurer la protection de l'environnement. Puis ça, ce n'est pas juste nous qui le dit, c'est la MRC également. Attendu que le règlement de contrôle intérimaire, qu'on appelle aussi RCI, récemment mis en vigueur par la MRC de Memphremagog, qui porte le numéro 16-21, vient déjà fortement limiter l'ouverture de nouvelles rues hors du périmètre urbain de la municipalité. Les nouvelles rues, selon ce RCI, ne sont autorisées et une réduction de ces secteurs pour soustraire les paysages naturels d'intérêt par la MRC. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 janvier 2022, en conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 2022-02, amendant le règlement de lotissement 2012 présente pour en faire partie intégrante et de tenir une consultation écrite du 16 février au 3 mars 2022 afin de permettre aux personnes et organismes de s'exprimer sur celui-ci. Voilà. On va faire une consultation écrite à cause de la pandémie qui nous empêche de faire une consultation publique pour l'instant. En tout cas, c'est des instructions qu'on a pour l'instant. Donc, si vous avez des choses à mentionner, bien, on vous encourage à dire vos demandes, vos explications, vos arguments, et puis le conseil va se porter avant d'adopter. Pour le bénéfice des gens, si vous voulez avoir le contexte qui nous a mené à passer cet avis de motion suivi du règlement, ça a été déjà présenté, ça a déjà été explicité dans la vidéo de notre séance. Une autre de nos vidéos. Oh, wow! Wow, wow. La publicité. Ben. Alors, en 10.7, dénomination de rue et transmission à la commission de toponymie. Je propose de dénommer les lots de rues suivants. Le lot 6 418 603, le chemin des 80, et le lot 6 418 604, chemin Maurice. La Commission de toponymie du Québec, une demande d'officialisation des pseudonymes afin de désigner ces rues sur le territoire de la municipalité d'Eastman. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, je veux juste mentionner que ces deux rues se situent dans le domaine Montbel. De services professionnels pour la refonte du plan d'urbanisme. Attendu que le plan d'urbanisme de la municipalité date de près de 10 ans, c'était en 2012, et qu'il y a lieu de mettre à jour les différentes préoccupations d'aménagement soulevées par le milieu à prendre en compte de la nouvelle mouture du schéma d'aménagement et de développement de la MRC Memphremagog. Attendu que le plan d'urbanisme constitue un document de référence pour le conseil, l'organisation municipale et tous les intervenants qui s'intéressent au développement du territoire. Attendu que ce document constitue le principal outil de planification de la municipalité en termes d'aménagement du territoire, puis qui est adopté par règlement après une consultation obligatoire de la population. CU, Service Conseil en urbanisme, a procédé à la refonte du plan d'urbanisme de la municipalité d'Eastman conformément à l'offre de services datée de janvier 2022, le tout pour un montant de 16 500 avant taxes pour la partie forfaitaire et un montant maximal de 5 243,85 avant taxes pour la partie qui peut être faite sur base horaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'explication ou le complément d'information, c'est que, ben oui, à tous les 10 ans, c'est une bonne chose de faire une refonte du plan d'urbanisme. Ça s'y prête particulièrement bien parce qu'il y a une refonte du schéma d'aménagement de la MRC. La réglementation a quand même évolué, puis disons que les idées de protection de l'environnement ont gagné en 10 ans au sein de la population. Ça fait qu'il y a une acceptabilité sociale qui était. C'est ça. Du coup, notre schéma notre plan d'urbanisme plutôt, de ce qu'on a à la municipalité. Donc, toutes les orientations, les grandes orientations sont dans le plan d'urbanisme, puis tout doit découler de ça.
Donc, c'est le moment puis la place pour faire une plus grande place à l'environnement, au transport actif puis à certains autres concepts, mais c'est les deux principaux aux préoccupations de la population, qui aura de toute façon l'occasion de se prononcer là-dessus lors de consultations publiques. Merci, M. McDonald. Alors, on est rendu au point 11, les variants. Alors, comme d'habitude, j'ai plein de petites choses à vous annoncer, à vous partager. D'abord, je parlais de la fête des neiges qui a eu lieu hier. Une belle participation, on a eu une belle journée, la température nous. On a eu beaucoup de jeunes familles. C'était vraiment lieu le 12 février, donc à Austin. À Orford et à Bolton, c'est le 19 et à Stukely, c'est le 26. Ensuite, une petite annonce pour les inscriptions pour les loisirs intermunicipaux. On peut encore s'inscrire jusqu'au 9 février, c'est votre dernière chance. Les cours vont commencer la semaine prochaine et ça va finir la semaine du 9 avril. C'est bouger, faites de l'exercice. Il y en a pour tous les goûts, même ceux qui ne sont pas sportifs. Il y a des cours celui-là, il est déjà complet. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, certains cours ont vraiment besoin de quelques inscriptions supplémentaires. Il y a aussi beaucoup de cours pour les enfants. Pour ceux qui voudraient acheter une passe annuelle du Parc national de la politique pour les janvier, vous pourrez vous faire rembourser la moitié de son coût, soit environ 25 $. Et on peut aussi vous rembourser la moitié de la cotisation annuelle pour les sentiers de l'Estrie. Donc, si vous voulez bouger, marcher, profitez-en. Pour la patinoire et la piste de ski de fond, alors on vous demande de toujours respecter les consignes de fermeture qui peuvent survenir à cause de la température ou de l'entretien. Merci à nos employés qui font un travail extraordinaire et très apprécié de tous. Si j'en crois, les sourires des skieurs que je croise sur la montagnarde et les grands sourires des patineurs aussi. Sur la montagnarde, on a une seule piste qui est tracée pour laisser la chance aux marcheurs et aux racketteurs de pouvoir l'emprunter sans endommager la piste de ski de fond. On a vérifié, on n'aurait pas, la piste n'est pas assez large pour faire 2 traces plus la place pour les marcheurs. Donc, on a décidé de laisser juste une trace pour les skis de fond. Et puis, en tout cas, je pense que ça satisfait quand même la majorité des utilisateurs. Ne pas oublier aussi, en ce moment, c'est le défi des châteaux de neige. C'est un concours provincial qui dure jusqu'au 14 mars. Alors, on peut s'inscrire en ligne sur le site défi-châteaudeneige.ca et puis on peut lire toutes les consignes de sécurité sur ce site-là. D'ailleurs, il mentionne qu'il faut éviter de construire des choses avec un toit ou de type tunnel pour être sûr que ça ne s'écroule pas sur les enfants. Ensuite, en ce qui concerne la bibliothèque, le mois de février, c'est le mois coup de cœur. Alors, tous les jours, des publications sont faites sur Facebook pour vous faire connaître les coups de cœur des bénévoles de toutes les bibliothèques du réseau Biblio. Et puis, on en a aussi une sélection sur nos rayons. Et puis, les bénévoles avaient été invités à faire part de leur coup de cœur, évidemment. Et il y avait un petit concours pour les motiver à participer. Et ils ont fait tirer des cartes cadeaux de 100 $ et une des 2 cartes cadeaux a été gagnée par un de nos bénévoles, notre seul bénévole masculin, qui est M. François Paré, que je félicite. Alors, voilà, ça c'est ce qui concerne toute la bibliothèque. Et puis, ce que je veux mentionner aussi, c'est que si vous voulez me rejoindre, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par courriel à mon adresse qui est mairesse@eastman.québec. Québec, c'est écrit au complet. Mais vous pouvez aussi me rejoindre par téléphone. J'ai maintenant un numéro de poste au numéro de l'Hôtel de Ville, donc le 450-297-3440. Et mon poste, c'est le 132. Donc, vous pouvez m'appeler à ce poste-là. Peut-être laisser un message si je ne peux pas prendre la ligne, mais de toute façon, je vais vous retourner l'appel rapidement.
Alors, ça fait le tour de toutes mes petites annonces. Alors, maintenant, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'on avait des questions, M. Bazinet? On avait reçu 3 questions. Donc, j'y vais dans l'ordre que je les ai reçues. La première nous vient de M. Raoul Padilla. Elle va comme suit. Bonjour, j'aimerais savoir si vous allez commencer le transfert des poteaux d'Hydro-Bell de l'autre côté du chemin du lac d'Argent, même si vous n'avez pas reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour les travaux de réfection de ce chemin. Si oui, quand ces travaux doivent-ils commencer? Donc, si je peux me permettre pour répondre à la question de M. Padilla, c'est une question plutôt administrative. Donc, ces poteaux-là qui vont être déplacés, effectivement, ils appartiennent à Bell. C'est à Bell de s'assurer d'avoir ces autorisations-là. De ce que j'ai vu, moi, en fait, dans la réglementation du RAFI, du règlement sur l'environnement, sur les impacts environnementaux, c'est qu'il pourrait même être dispensé parce que c'est une construction c'est une infrastructure linéaire de moins de 2 km de long. Donc, ça pourrait même être dispensé, donc pas besoin d'autorisation ministérielle pour les déplacer. Mais cela étant dit, on a contacté Bell pour poser la question. Ça sera à eux de gérer le cas échéant par rapport au déplacement de ces poteaux-là, si ça a besoin d'une autorisation ministérielle ou non, et non à la municipalité. Je veux juste rajouter que le déplacement des poteaux, ce n'est pas sur toute la longueur du chemin du lac d'Argent. C'est seulement sur une portion, je crois, de 250 mètres, si je me souviens bien. Donc, on a mentionné à Bell de s'assurer de faire ça dans les règles de l'art. Et puis, c'est leur responsabilité. C'est entre leurs mains, effectivement. Prochaine question nous vient de Mme Dominique Lalonde. Les questions vont comme suit. La réglementation des résidences touristiques 2012-08 autorise les résidences touristiques dans le RT3 et le RT4, entre autres, mais n'est pas permise dans RT2. Toutefois, en consultant la carte de la CITQ, on réalise que 15 résidences ont leur attestation. Les adresses ont été communiquées il y a quelques semaines, ce qui veut dire qu'elles ont le droit de faire de la location court terme dans la RT2. La municipalité m'a répondu que ces résidences avaient un droit acquis, qu'elles faisaient de la location avant l'adoption du règlement. Quand j'ai fait une demande d'accès à l'information à la municipalité pour avoir accès aux documents d'attestation ou autres formulaires qui confirment que vous leur avez donné une autorisation avant l'adoption du règlement en 2012, la réponse que j'ai eue, c'est que cette information n'existait pas à la municipalité. Par principe de transparence et d'équité pour les autres propriétaires du RT2, je demande à la municipalité de nous présenter l'information qui pourra nous confirmer avec des documents que ces résidences avaient bien un droit acquis avant l'adoption du règlement. Puisque le Conseil et le service d'urbanisme ont le mandat de s'assurer que le règlement est appliqué conformément, est-ce possible de nous partager comment les demandes d'attestation de la CTQ sont gérées au sein de la municipalité, de nous partager le processus et la documentation et le processus d'intervention? Donc, c'est une grosse question avec plusieurs sous-questions. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je le peux, puisque c'est une question plutôt administrative. Donc, d'une part, vous vous questionnez comment c'est géré lorsqu'on reçoit une demande de la CITQ. Donc, ce qui se passe quand la CITQ nous contacte, on reçoit un avis d'exploitation qui demande à la demande d'un propriétaire pour l'obtention d'une attestation de classification. Nous, on reçoit, la CITQ nous contacte afin que nous remplissions une section d'un formulaire, qu'on leur retourne, le cas échéant, si c'est conforme à notre réglementation municipale dans la zone concernée. Mais ça s'arrête là. Par rapport à la CITQ, c'est vraiment eux qui nous contactent, ils nous demandent si oui, ça correspond à notre réglementation. Nous, on leur dit oui, non, puis on le retourne. Mais on n'a pas, une fois ce fait, on n'a pas de confirmation, de certificat ou quoi que ce soit d'autre de leur part. Donc, c'est vraiment, on est plus là comme des consultants pour la CITQ pour s'assurer que la réglementation est suivie. Pour vous partager le processus et la documentation par rapport à ce que je viens d'expliciter avec ces mots-là, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc. Il n'y a pas un processus documenté. C'est vraiment des actions administratives qui font partie du travail de nos inspecteurs. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais au même titre que ce n'est pas écrit noir sur blanc comment on peut délivrer un permis, parce que ça fait partie du travail des inspecteurs. Ce n'est pas écrit noir sur blanc comment on gère les demandes de la CITQ. Vous posez une question aussi sur le processus d'intervention. Je ne suis pas certain de savoir à 100% ce que vous avez besoin
par rapport au processus d'intervention. C'est sûr que lorsque la municipalité, il y a une situation qui porte à notre attention par rapport à un voisin mécontent parce qu'il dit, par exemple, que son voisin fait de la location court terme alors qu'il n'a pas le droit, là, on va aller visiter. Mais ce n'est pas vrai qu'on fait du porte-à-porte pour vérifier que dans chaque résidence, il se déroule de la location court terme de contrebande, si je peux me permettre. Donc, c'est vraiment un processus d'intervention, c'est à la plainte. Finalement, par rapport à vous questionner par rapport aux droits acquis, est-ce qu'on peut vous fournir tous les droits acquis qu'il y aurait en RT2? A priori, je vous dirais, ça fait partie selon la loi de l'accès aux documents, ça fait partie des renseignements personnels. Au même titre quelqu'un ne peut pas arriver à la municipalité et demander est-ce que je peux avoir le plan de construction de telle demeure, telle demeure, telle demeure. Ce n'est pas des documents qui appartiennent à la municipalité, ça appartient au propriétaire. Donc, quelqu'un qui voudrait voir les droits acquis de telle demeure, telle demeure, telle demeure, ce n'est pas des documents qui appartiennent à la municipalité. Faudrait ça pourrait se faire, mais il faudrait qu'on ait l'autorisation de chacun des propriétaires en question. Donc, je vais vous relancer, Mme Lalonde, pour vous demander si c'est vraiment ce que vous voulez faire, qu'on contacte chacun des propriétaires pour leur demander si on peut partager ce qu'on a par rapport à leurs droits acquis. A priori, normalement, je vous dis ça sous toute réserve, mais les gens sont peu enclins à partager leurs propres données personnelles. Ça sera à eux de le voir à ce moment-là. Donc, voilà pour la deuxième question. Troisième question. Moi, je veux juste rajouter un petit commentaire là, que j'ai perdu pendant que je disais ça. Peut-être que Mme Lalonde pourrait s'adresser directement à la CITQ pour avoir plus d'informations sur le processus et sur la façon dont sont vérifiées les adresses qui ont droit de faire du location à court terme. J'ai lu récemment dans les journaux que la CITQ avait mis sur le terrain beaucoup d'inspecteurs qui ont trouvé beaucoup de délinquants et qui ont été sanctionnés par des amendes assez quand même conséquentes. Donc, je pense que c'est vraiment à la CITQ de faire ces vérifications-là. Donc, peut-être qu'ils auront plus de détails à donner que la municipalité. Une information, je vous dirais qu'une première amende est à valeur de 3 500 $. OK. Merci. Et donc, la troisième question, M. Bazinet. Troisième question nous vient de Mme Colette Provost. Elle va comme suit. Bonjour, j'ai fait du porte-à-porte pour le groupe de citoyens pour la sécurité et l'embellissement du chemin du lac d'Argent. La majorité des résidents rencontrés se disent favorables à payer pour avoir l'aqueduc jusqu'au chemin de la Petite Rivière et même pour l'égout. Pourquoi les consultez pas? Voyons, je recommence, désolé. Pourquoi ne les consultez-vous pas officiellement en les informant en détail des montants qu'ils devraient personnellement payer pour ces deux services? Alors, je vais répondre à ça. Effectivement, la municipalité n'a pas consulté officiellement la population du chemin du lac d'Argent avant d'aller de l'avant avec son projet de réfection du chemin du lac d'Argent. Quand nous avons constaté que le coût de l'ajout d'une conduite d'aqueduc et d'égout serait d'environ 42 000 $ par résidence, ça c'est en appliquant les subventions que nous avons déjà reçues. Et il faut rajouter à ça les frais de branchement au réseau pour chaque propriétaire. Nous avons estimé que ce montant ne serait probablement pas acceptable par la majorité des citoyens concernés. Ça représente 42 000 $. Là, mettons qu'on mette ça sur 10 ou 15 ans, là, avec les intérêts et tout, ça représente un montant de 4 à 5 000 $ sur vos comptes de taxes. Alors, supplémentaire par rapport aux comptes de taxes déjà existants. Donc, on a pensé, peut-être qu'on s'est trompé, mais je pense pas, en fait. Je pense que la majorité des gens qui habitent sur le chemin du lac d'Argent ne sont pas prêts à payer une telle augmentation de leur compte de taxes. Peut-être que certains l'auraient été, là. Peut-être que si vous avez eu la confirmation de certaines personnes, je ne sais pas si vous leur avez présenté ces chiffres-là quand vous leur en avez parlé, parce que des fois, quand on a les vrais chiffres, on y réfléchit à deux fois. Et puis en plus, si jamais on décidait de construire ces réseaux-là, ça veut dire qu'il faut reprendre une bonne partie des études qui sont déjà faites, parce que c'est pour chaque type de choses qu'on fait, c'est des études différentes. Et donc, ça entraînerait des délais et ça mettrait vraiment en péril les subventions qu'on a déjà obtenues,
qui, en particulier celle pour la réfection du chemin du lac d'Argent, une subvention de 3,5 millions de dollars quand même. Et ces subventions-là ont été accordées à condition que les travaux soient finis avant la fin 2022. Donc, sans ces subventions-là, sur lesquelles nous comptons vraiment, là, les montants par résidence seraient vraiment beaucoup plus élevés parce que de toute façon, il faudrait le refaire, le chemin, si on fait tous les réseaux. Donc, c'est vraiment des coûts très importants. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant pour ne pas perdre de temps. Il a été distribué la semaine dernière, je crois, un petit dépliant qui explique tout ça en détail. Et j'invite tous les gens qui auraient des questions à la suite de ce que je viens de dire et de ce qui est marqué sur le dépliant, de communiquer soit avec M. Bazinet, soit avec moi pour avoir plus d'informations. Ça me fera plaisir d'aller même vous rencontrer chez vous si vous voulez. Alors, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je rajouterais, pour le bénéfice des gens, que quand Nathalie, quand notre mairesse nous parle de perte de temps, etc., ou de délai, on parle de gros délais. Il faut savoir que ça a pris pas loin de 8 ans pour avoir une convergence des 2 subventions majeures qui rendent possible ce projet-là. Puis l'échéance à laquelle on devait se conformer, c'était jusqu'à la fin de 2021. Puis à cause d'un paquet de délais qui ont été imposés par le gouvernement provincial, puis c'est correct, ils ont accepté de prolonger ça jusqu'à la fin 2022, mais de recommencer, de retourner en études, etc. C'est clair qu'on perd les 2 subventions. Puis après ça, peut-être que ça prendrait moins que 8 ans le prochain coup, mais peut-être pas. Ça fait que c'est un gros, gros gamble. En terminant, je rappelle aussi que quand on fait une réfection de chemin, que ce soit le chemin du lac d'Argent, le chemin le chemin des diligences, le chemin Bon-Plaisir, etc., on ne va pas à la population lors d'une réfection de chemin. Ça fait que dans ce cas ici, pour la réfection, en tout cas de la surface, on n'avait pas à y aller. Bien, on a la même chose pour continuer avec ce que tu dis, Patrick. L'année passée, quand on a refait le chemin Gilbert, là, ça a quand même coûté, je ne sais pas combien, 700 000. 150 000. Oui, c'est ça. Ben, on n'a pas fait de consultation publique. On a refait le chemin parce qu'il était dû pour être fait. Donc, ça fait partie des décisions que le conseil peut prendre. Puis, on essaye de prendre les meilleures décisions possibles pour la majorité des gens. Puis, on espère que vous serez satisfaits d'avoir un beau chemin quand les travaux seront faits, sécuritaire pour tous, vélos, autos et surtout les autos, c'est facile, là, mais pour les piétons aussi, avec probablement l'ajout d'un trottoir. Comme on l'a expliqué tantôt, on est en train de demander des subventions, puis on essaye d'évaluer combien ça nous coûterait. Et on a nos ingénieurs qui sont en train de travailler là-dessus, qui devraient nous revenir assez rapidement avec les vrais coûts pour qu'on puisse enclencher les processus de toute la réfection à faire. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tu as oublié l'aqueduc tout neuf dans le cas de Mme Provost qui est sur l'aqueduc comme moi. Ça va vous permettre d'avoir accès à un aqueduc pour lequel vous payez, moi depuis 1968, mais vous depuis moins longtemps, mais il reste que vous avez payé la même chose que les gens sur la rue principale puis ailleurs qui sont sur le réseau pendant des années pour un service qui n'était pas à hauteur de ce pourquoi on payait. À partir de l'an prochain, on va avoir ça pourquoi on paie avec un vrai débit. C'est pas rien ça non plus. Moi, j'ai vraiment hâte. Ce qui est réflexion du réseau existant. C'est important de spécifier. Oui. Tous ceux qui sont déjà sur le réseau, c'est à peu près jusqu'au chemin du théâtre, vont pouvoir bénéficier d'une réflexion. Puis ça va bénéficier à tout le monde parce qu'il doit y avoir plein de fuites sur ce réseau-là. Et toutes ces fuites-là, ça coûte beaucoup d'argent à la municipalité. Donc, à chaque fois qu'on rénove une section du réseau d'aqueduc, on sauve des sous par la suite en perte d'eau traitée. En fait, tu as tellement raison. La plus grosse fuite sur cet aqueduc, c'est que tous les hivers, il faut laisser couler la ligne d'eau du chemin du lac d'Argent, à peu près dans le coin du chemin du théâtre. Puis ça, c'est beau, je ne sais pas comment, des milliers de litres par année d'eau traitée qui sont juste jetés dans le lac d'Argent. Ça ne pollue pas, mais quel gaspillage. Voilà. Alors, on va essayer de régler tout ça cette année. Ça va donner une bonne valeur de vendre des maisons dans ce coin-là. Les valeurs vont augmenter avec ça. Je ne penserais pas, Maurice. Puis avec le service d'aqueduc. Non? Je ne penserais pas, Maurice, parce que quand tu es déjà sur le service, c'est ce que tu dis lorsque tu vends ta résidence ou ton terrain. On ne regarde pas l'état du service. On regarde s'il est desservi ou non. C'est tout ce qui compte. Mais ça va sûrement être un grand avantage pour les gens qui sont desservis. Pour prendre leur douche.
C'est sûr, Voilà. c'est certain. Alors, je pense que maintenant, ça Ils me vont être prendrait plus quelqu'un pour fermer la séance. Je C'est propose la Carole, fermeture. le plus Ah, c'est vieux. Carole qui fait ça par tradition, c'est vrai. Vas-y, Carole, Carole, c'est excuse-moi. Carole. Là, c'était Nathalie, elle m'a donné le bâton. Là, donc, je propose la levée de l'Assemblée. Il est 20h45. Merci à tous.